D'accord. Merci beaucoup Jonathan pour l'introduction. Donc, comme je disais, mon nom est Jean et je viens de l'Université d'Oslo et aujourd'hui je vais vous parler de Deep Reinforcement Learning sous l'aspect est-ce que le Deep Reinforcement Learning peut être utilisé pour la mécanique des fluides et le contrôle d'écoulement actif. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens avec qui j'ai travaillé sur ce projet, en particulier un postdoc à l'Université d'Oslo, Miroslav, Nicolas Sardi et Ulysse Reglade qui sont venus nous rendre visite cet été, qui viennent des mines. Et puis mon superviseur, Atle Jansen, et un PhD student à l'université de Cambridge qui a développé une partie du package qu'on utilise pour le Reinforcement Learning. Je dois aussi m'excuser d'avance parce que ça va être un bon mélange de franglais, étant donné que les slides sont en anglais. Je parle français et j'ai fait cette présentation avant en anglais, donc ça va être un mélange. Ok, je me disais peut-être que vous aimeriez avoir un tout petit peu plus d'informations sur mon background. Donc comme je disais, je suis maintenant un postdoc à l'université d'Oslo. En général, mon projet principal, c'est de regarder l'interaction entre la houle et la glace dans les régions polaires, principalement avec des expériences sur le terrain et des expériences dans le laboratoire. Donc, au fait, je prends le brise-glace, je vais dans les océans polaires et puis on fait des mesures. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours eu un intérêt pour le machine learning et en fait, j'essaye de me tenir informé des développements en intelligence artificielle et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à mon fil d'intérêt qui est la mécanique des fluides. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie d'appliquer les réseaux de neurones à la mécanique des fluides? Je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que la mécanique des fluides est un des champs de recherche qui est touché par la complexité. Et ce que je veux dire par la complexité, c'est le mélange de non-linéarité, haute dimensionnalité et d'évolution en temps qui a une tendance à casser nos outils analytiques et qui font que, grosso modo, on peut dire relativement peu de choses de façon purement théorique sur ces systèmes de mécanique des fluides. D'une certaine façon, ça rend la théorie difficile, mais ça la rend aussi intéressante parce que c'est bien pour ça qu'on fait toujours de la mécanique des fluides et que c'est toujours un sujet difficile. Et on le voit même du point de vue du grand public, entre guillemets. Un certain nombre de personnes ont certainement entendu parler du problème du siècle, prouver l'existence, la smoothness de la solution de Navier-Stokes. Et on peut aussi trouver par exemple une citation de Hawking qui dit que le 21e siècle sera le siècle de la complexité. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut résoudre cette complexité? Est-ce qu'il y a moyen de prendre de nouveaux outils pour attaquer cette complexité? Et ce problème de la complexité, on le voit dans le problème de la DNS, le problème de comprendre ce qui se passe, et aussi par exemple le problème du contrôle des écoulements. Et le contrôle des écoulements, c'est un problème qui est à la fois intéressant donc, du point de vue théorique, puisqu'il n'y a pas de solution simple, et aussi du point de vue industriel. C'est un problème qui est connu pour être difficile, les gens en parlent parfois comme l'art du contrôle des écoulements, donc toujours à cause de ce mélange de différents ingrédients. Donc ce qu'on a fait récemment avec des gens avec qui je travaille à l'Université d'Oslo et puis Nicolas et Ulysse, ça a été de proposer l'utilisation de réseaux de neurones entraînés au travers du Deep Reinforcement Learning pour découvrir des stratégies pour le contrôle des écoulements. Donc l'idée, en gros, c'est de dire est-ce qu'on peut utiliser nos actuateurs ou notre possibilité de design de ce qu'on met dans nos écoulements pour avoir, par exemple, moins de drag ou un contrôle du lift ou des choses dans le genre. Donc c'est principalement autour de cet article sur ArcSci que je vais baser ma présentation. Et en gros, l'agenda, ça va se baser sur l'idée que pas mal de gens dans la mécanique des fluides n'ont pas trop travaillé encore avec les réseaux de neurones. Donc, je vais vous donner d'abord une introduction sur les réseaux de neurones artificiels et le supervised learning. Donc comment est-ce qu'on peut entraîner un réseau de neurones à reproduire une fonction qu'on connaît déjà. Ensuite, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut utiliser ces ingrédients-là pour prendre le machine learning, le mettre à l'étape supérieure, qui est découvrir à l'aide du deep reinforcement learning des stratégies qu'on ne connaît pas à l'avance. Et ensuite, je vais vous parler de comment est-ce qu'on l'a appliqué à notre cas très simple de simulation derrière un cylindre. Je donnerai aussi quelques mots à propos de comment est-ce qu'on peut l'appliquer à des systèmes d'équations dérivées partielles avec des couplages non linéaires, un cas un peu plus peut-être clean. Et je donnerai également, à ce moment-là, il y aura une espèce de petite conclusion sur quels sont les résultats qu'on a eus jusqu'à présent. Et j'aurai quelques mots de bonus, entre guillemets, qui expliquent pourquoi aussi c'est raisonnable du point de vue de l'architecture des ordinateurs et de ce qui se passe du point de vue des chips, d'essayer d'aller vers des réseaux de neurones. Puis je donnerai quelques mots de remerciement à la collaboration Minds, et au passage, j'en profite pour remercier Eli Hachem et Thierry Coupé pour m'inviter et la collaboration.
Ok, donc une brève introduction au réseau de neurones et au supervised learning. En fait, l'idée des réseaux de neurones, c'est une idée qui est apparue vraiment avec les premiers ordinateurs. Si on recherche dans la littérature, on peut trouver déjà en 1957 un article à propos du perceptron. Et en fait, l'idée de base, c'était de s'inspirer un peu de la façon dont le cortex visuel fonctionne. Donc il y a un input. Sur cet input, chacun des pixels sont donnés à des neurones. Le neurone a une fonction d'application et puis il en sort quelque chose et on essaie de faire quelque chose d'utile avec ce qui sort de ces neurones. Certes, ça a été investigué pour la première fois il y a relativement longtemps, mais il a fallu pas mal de temps avant d'arriver à des applications utiles. Il y a eu quelques applications au cours des années 70, il y a eu quelques applications à plus grande échelle dans les années 90 autour de la reconnaissance d'écriture et ce genre de choses. Mais vraiment, je pense que la vague d'applications, c'est récemment avec le printemps de l'intelligence artificielle depuis les années environ 2012, grâce notamment au deep learning. Donc si on veut faire un peu une phrase pour résumer tout ça, on peut dire que ça a été une succession de printemps et d'hiver de l'intelligence artificielle, mais maintenant on a le sentiment que ça peut être appliqué à tellement de problèmes différents que beaucoup de gens ont du mal à voir comment ça pourrait disparaître encore une fois de plus, et probablement c'est là pour rester un peu plus cette fois-ci. Donc, comme je disais, cette nouvelle révolution récente, elle se base autour des réseaux de neurones profonds. Et qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones profond? C'est déjà un réseau de neurones. Donc, comme je vous disais, le neurone, en fait, les neurones artificiels, c'est une sorte de copie plus ou moins vague de ce dont on pense se passe dans le cerveau. Donc, l'idée, c'est que chaque neurone a un set d'inputs. Ces inputs, on les multiplie par un poids, on somme tout ça on applique la somme, on ajoute à ça un threshold, donc à la fois les poids qu'on a ici et le threshold qui sont utilisés, c'est des paramètres qui sont entraînés en cours d'entraînement du neurone. On donne tout ça à une fonction d'activation et puis il en ressort une valeur. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on organise ces neurones-là en couches et puis on connecte les couches les unes avec les autres, avec bien entendu une couche en input qui reçoit l'information, une couche en output qui sort l'information et puis des couches cachées au milieu. Et donc en fait, un réseau de neurones profond, c'est simplement un réseau de neurones avec une ou plusieurs couches cachées. Et il se trouve que sur beaucoup de problèmes, en fait, le fait de rajouter des couches cachées, ça aide la puissance de calcul du réseau parce que ça permet de développer une sorte de hiérarchie de features que le réseau analyse. Une chose dont on entend beaucoup parler aussi, c'est les réseaux de convolution. Et en fait, le réseau de convolution, c'est simplement une façon particulière d'utiliser ces neurones. Donc en fait, au lieu de considérer que une couche est simplement un array, un tableau en dimension 1, on dit que c'est un tableau en dimension 2, et on applique un noyau de convolution partout sur le tableau. Ça permet en fait de respecter une invariance en translation, et ça évite aux neurones d'avoir besoin de réapprendre pour le coin en bas à droite, ce qui s'est déjà analysé le coin en haut à gauche, par exemple. Donc c'est en fait les ingrédients principaux dans la construction des réseaux de neurones, donc quelque chose d'assez simple en somme. Bien entendu, quand on voit ce type d'architecture, il y a plusieurs questions qui se posent. Une d'entre elles, c'est comment est-ce qu'on met les couches, quelle taille de couche. Une autre question, c'est quelles fonctions d'activation doivent être utilisées. Donc quand on regarde dans la littérature, il y a toute une sorte il y a un zoo de fonctions d'activation, du sigmoïde qui ressemble un peu aux neurones, des tangentes hyperboliques, des rectified linear units qui sont plus ou moins simplement un max de 0 et de x. Mais en fait, on peut réduire toutes ces fonctions d'activation à une observation simple, qui est que si on utilise une fonction d'activation linéaire, on n'a qu'un réseau linéaire, tous les calculs sont linéaires, c'est somme toute un classificateur linéaire, il n'en sort pas grand-chose de nouveau. Mais en fait, dès qu'on utilise une fonction non linéaire, en pratique, ça a plus ou moins la même puissance de calcul. Ce qui a été observé récemment, c'est que, étant donné la façon dont les ordinateurs se construisent, la fonction RELU, c'est en pratique ce qui marche le mieux. Et le résultat important, dès qu'on prend une fonction non linéaire telle que le RELU, c'est qu'un réseau de neurones profonds et cette fonction d'activation non linéaire, ça devient un approximateur universel. Donc ça veut dire que si on donne un réseau de neurones qui est suffisamment gros, on peut approximer de façon arbitrairement bonne n'importe quelle fonction. En fait, c'est juste un résultat de densité d'espaces de fonctions les uns dans les autres. Je ne parlerai pas de ce type de réseau de neurones en plus en détail aujourd'hui, mais il y a aussi des types de réseaux de neurones qui, en plus de ces neurones qui simplement filtrent l'information, peuvent avoir des neurones qui ont une propriété de mémoire.
Et à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont montré que ça peut même être Turing complete. Donc ça veut dire qu'il y a un grand pouvoir de description dans ces réseaux de neurones, malgré le fait que l'architecture est très simple. Donc ce qu'on vient de dire, en fait, c'est qu'on a un approximateur universel, et du fait que cet approximateur universel est basé sur un élément de calcul très simple qui est le neurone, c'est très facilement parallélisable et c'est très facilement scalable sur les moyens de calcul modernes, ce qui rend ce type de méthode très attractif. Le problème, bien entendu, c'est que c'est pas si évident que ça d'entraîner le réseau de neurones, donc de trouver les poids qu'il faut pour réussir à faire un calcul qui est intéressant. Et donc pour ça, il y a en gros une méthode en particulier qui marche bien et qui a été raffinée ces dernières années, qui est tout simplement une descente du gradient, sachant que la descente de gradient se fait de façon un tout petit peu subtile, c'est-à-dire que on commence par donner la data au réseau de neurones, on fait propager la data dans le réseau de neurones, on regarde ce qui est à la sortie. À ce moment-là, on regarde l'erreur entre la sortie et ce qu'on voudrait que le réseau de neurones donne en sortie, et on utilise la règle de Leibniz pour propager de nouveau dans le sens opposé à la data les erreurs. Et on utilise cette propagation des erreurs dans le sens opposé de la data pour décider dans quelle direction on descend le gradient. Et ça, en fait, c'est pas mal du tout parce que si on définit le réseau de neurones en tant qu'un graphe de calcul, on peut de façon formelle dériver ça au temps de la compilation, et donc c'est très rapide d'appliquer cette descente de gradient. Et ça se passe très bien, par exemple, sur des architectures parallèles comme des cartes graphiques. Et c'est ça vraiment qui est l'ingrédient pour la Deep Learning Revolution, c'est qu'il y a de très grandes quantités de data parce que Internet, les smartphones, etc. En parallèle de ça, il y a des processeurs graphiques qui sont toujours plus puissants et qui autorisent de traiter la data en batch, donc de façon efficace. Et il y a un nombre en plus de petits tricks techniques qui permettent de faire fonctionner ça tout correctement. Donc ça, c'est une liste des principaux points techniques. Ça, c'était l'idée d'utiliser les GPU et de voir que c'est naturellement bien pour les réseaux de neurones. Ensuite, il y avait cette histoire de dire si vous mettez plusieurs couches de neurones les unes après les autres et que vous utilisez la règle de Leibniz pour propager le gradient, il faut faire attention que le gradient n'explose pas de façon exponentielle ou ne se collapse pas de façon exponentielle. Donc il faut faire un petit peu attention à la façon d'initialiser de façon aléatoire les poids des neurones avant de commencer à faire la descente de gradient. Ça, c'était l'article qui discutait de quelle fonction d'activation utiliser et pourquoi le ReLU fonctionne bien en pratique sur les architectures. Et ensuite, il y a vraiment le couronnement de tout ça, qui est l'article en 2012, qui est l'initiateur de l'intérêt renouvelé pour les réseaux de neurones, parce que ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'en utilisant tous ces tricks-là, ils étaient capables de réduire l'erreur de classification sur des tâches de classification d'images d'un facteur 2 par rapport aux meilleurs algorithmes hand-engineered, donc que des personnes avaient designé à la main. Et d'une certaine façon, depuis cet article-là, il y a eu une explosion dans l'utilisation des réseaux de neurones, la puissance de calcul et la quantité de data disponible ont continué à augmenter, et vraiment on peut dire que le machine learning est en train d'envahir énormément de champs d'applications industrielles et aussi de recherche. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut le voir directement en termes de nombre de citations. Donc Yoshua Bengio, c'est une des personnes qui a été active avec les réseaux de neurones, même aux périodes de l'hiver, des réseaux de neurones. Donc évidemment, quand ça se réveille, c'est lui qui récolte les citations. Et c'est vrai que bon, c'est quand même... je n'arrive même plus à voir combien de chiffres il y a. Et en gros, si on veut résumer ça, on peut dire que le supervised learning, donc entraîner un réseau de neurones à reproduire une fonction qu'on connaît mais qu'on ne sait pas décrire avec un programme, ça a déjà résolu pas mal de problèmes importants en pratique, comme la classification d'images ou la segmentation d'images. Donc typiquement des choses dont on entend parler aujourd'hui beaucoup pour l'analyse de vidéos, des voitures qui conduisent tout seules, de la reconnaissance faciale, etc. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans la vie courante, dans l'industrie et même probablement dans nos sciences où on connaît l'input de la fonction, on connaît l'output de la fonction, mais on a du mal à décrire la fonction. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est presque encore plus intéressant à faire, qui est apparu récemment avec les réseaux de neurones, c'est de dire qu'on peut aussi les utiliser pour trouver une fonction dont on n'a même pas d'idée de à quoi elle ressemble. Donc découvrir, non seulement pouvoir décrire des fonctions, mais aussi pouvoir découvrir des stratégies qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est l'idée du Deep Reinforcement Learning.
Donc, dans le cas du Deep Reinforcement Learning, en fait, on arrive à utiliser un ordinateur pour le faire apprendre par la méthode d'essai-erreur. Et en fait, dans cette méthode-là, les réseaux de neurones sont un outil qui est utilisé comme une brique de construction. Donc, vous allez voir ça dans l'explication. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on a beaucoup entendu parler dans les médias ces derniers temps, parce que il y a eu le premier renewal de ce domaine de recherche, qui a été un article sur le Deep Q-Learning, que je vais vous expliquer dans quelques minutes, qui était quelque chose d'assez simple, qui a peut-être échappé au grand public, mais c'était qu'un réseau de neurones était capable de battre les êtres humains en jouant au jeu Atari. À la suite de cet article-là, la recherche a continué, et assez rapidement après, je crois seulement un an après, il y a eu cet événement très médiatisé où des réseaux de neurones avec du Deep Reinforcement Learning et un peu de Tree Search ont été capables de gagner au jeu de Go contre le champion du monde. Donc ça a été très médiatisé parce qu'étant donné la complexité du jeu de Go, les gens pensaient que c'était encore 20 ou 30 ans dans le futur, et le résultat est tombé très vite, finalement. Donc ça, c'est basé sur une catégorie d'algorithmes pour du Deep Reinforcement Learning, qui est le Deep Q-Learning. Et récemment, peut-être du point de vue plus intéressant pour l'industrie, pour ce qui est du contrôle continu, il y a aussi des méthodes qui sont sorties, en particulier le State of the Art Industry Standard, qui est le PPO, dont je vais également vous parler. Donc en fait, tout ça, ces algorithmes de Reinforcement Learning, c'est une vaste famille d'algorithmes qui, en gros, tombent sous deux catégories principales, les Value Optimization avec le Q-Learning, et puis les Policy Optimization avec PPO, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une rapide overview de ces deux méthodes-là, et comment elles fonctionnent, et comment est-ce qu'on utilise les réseaux de neurones là-dedans. Donc, quelle que soit la méthode utilisée pour faire du Deep Reinforcement Learning, on se base toujours sur la même idée, qui est un framework général, où il y a un agent. Donc l'agent, c'est le mélange de ces algorithmes qui utilisent le réseau de neurones et du réseau de neurones lui-même. Cet agent interagit avec un environnement. L'environnement, ça peut être une voiture qui conduit, ça peut être un jeu, ça peut être le Go, ça peut être les échecs, ça peut être une simulation en CFD. Et donc, à chaque time step, l'environnement fournit à l'agent une observation de son état, donc le state S, et cette observation de l'état, elle peut être stochastique, partielle, donc ça peut être quelque chose de très... qui décrit, même si ça décrit mal l'objet, mais en tout cas une observation d'état. Étant donné cette observation, l'agent, en utilisant le réseau de neurones, va décider quelle action doit être prise. Cette action est appliquée sur l'environnement. L'environnement a sa dynamique interne, et à ce moment-là, comme la dynamique interne a pris place, l'environnement fournit à l'agent un signal de reward qui dit à quel point est-ce que l'action était bonne ou pas bonne, ou à quel point au moins est-ce que l'état du système est ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et donc ce jeu se répète en boucle fermée, et le but c'est d'apprendre à maximiser la reward sans aucun input du programmeur ou de l'ingénieur. Donc vraiment, en fait, Reinforcement Learning, les gens disent que c'est une façon de faire du unsupervised learning, donc du learning où on ne connaît pas en avance la fonction. C'est vrai d'une certaine façon, et d'une certaine façon, c'est pas complètement vrai non plus, parce qu'on est toujours en train de superviser le réseau de neurones, simplement on le fait avec la reward function. Il faut quand même encore définir la reward function. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme je vous disais, on peut utiliser ce genre de méthode sur beaucoup d'environnements différents de façon complètement transparente. Donc, vous pouvez utiliser le même morceau de code pour vous attaquer au jeu de Go, ou pour vous attaquer à un problème de bras robotisé qui doit saisir une balle, quoi. Donc comme je vous disais, je vais vous décrire un petit peu les grandes idées des algorithmes qui sont basés sur le Q-Learning et sur le Policy Gradient. Je vais commencer par le Q-Learning parce que c'est la première qui est revenue dans l'esprit du temps vers 2015, et c'est aussi peut-être la plus simple à comprendre. Donc ça a été remis au goût du jour dans un article en 2015 qui parlait des jeux Atari, comme je vous disais, mais en fait c'est basé sur des travaux qui sont bien plus anciens à propos du Q-Learning, qui était fait à cette époque-là, je crois, juste avec, sans réseau de neurones, mais avec des matrices pour garder une description des transitions à obtenir. Et donc l'idée en général, c'est qu'on définit... L'idée en général, c'est qu'on définit une fonction de reward, RT, et RT, c'est la somme du reward à chaque temps fois un facteur de discount à la puissance le nombre d'itérations dans le futur. Donc ça veut dire qu'on a envie d'optimiser la reward qui arrive juste après, mais on a aussi envie d'optimiser la reward qui arrive sur le plus long terme.
C'est le même genre de formule qui est utilisé pour décrire par exemple la valeur d'une action. Et donc en contrôlant le facteur gamma, gamma égale 1, on met autant d'intérêt dans la reward à long terme que dans la reward à court terme, et puis gamma égale 0, on est intéressé que à la reward au temps d'après. Mais ça veut dire que ça permet de donner une incitation au réseau à optimiser sur le long terme, et on choisit d'une certaine façon l'horizon de temps. Bon, alors quand on a cette fonction de reward, ce qu'on peut faire, c'est on peut définir cette value function, qui est une fonction de la policy P qu'on utilise. Dans tout ce qui va suivre, la policy P, en fait, c'est une fonction qui, étant donné le state, donc l'état dans lequel on est, l'observation d'état qu'on a, décide quelle action le réseau de neurones va prendre au time step en question. Donc cette fonction de value function, qui dépend de la policy P et du state dans lequel on est à l'instant présent, c'est l'espérance de cette espèce de discounted future reward, sous l'hypothèse qu'on commence dans l'état S et qu'on suit la policy P. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça est développé dans un cadre de pensée qui est stochastique, c'est-à-dire que le modèle est stochastique, vous avez deux fois la même state et vous faites la même action, peut-être que vous aurez à la fin pas le même état au time step suivant, mais c'est pas grave, c'est quand même pris en compte par les modèles. Et donc ce qu'on veut faire évidemment, c'est qu'on veut trouver la policy optimale. Et donc la policy optimale, c'est en maximisant sur pi la valeur de cette value function, et à ce moment-là, on appelle la value function V étoile. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on joue un tout petit peu à changer comment est-ce qu'on regarde le problème. Et pour ça, on va introduire cette Q pour quality function. Donc l'idée de cette quality function, c'est que c'est le retour espéré quand on commence dans le state S, qu'on performe l'action A pour le time step qui arrive maintenant, et qu'ensuite on continue avec la policy P. Donc en fait c'est comme la value function, mais on rajoute dedans cette histoire d'action. Et à ce moment-là, il y a juste 2-3 petites observations très simples, c'est que Q étoile c'est max sur pi de QP S1, donc on définit de la même façon la quality function optimale, et à ce moment-là, bien entendu, la value function optimale, c'est le maximum sur toutes les actions de quelle est la qualité qu'on peut obtenir. Donc c'est juste permuter un peu les termes, etc. Et donc de là, très simplement, on n'a que la policy optimale en fonction de l'état, c'est l'arg max sur A de cette Q étoile SA. Donc en fait, ça veut dire qu'on a résolu le problème si on est capable de produire cette Q étoile SA. Et c'est là qu'il y a une relation sympathique qui arrive, qui s'appelle la relation de Bellman, et qui nous relie Q étoile SA, donc la qualité pour l'état dans lequel on est si on prend l'action A, avec ce qui va se passer au time step suivant. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que Q étoile, c'est la reward qu'on va obtenir à partir de l'état S en prenant l'action A, plus gamma fois le max sur toutes les actions de la qualité optimale qu'on va obtenir dans l'état S' qui va être l'état obtenu au prochain time step en prenant l'action optimale A'. Donc c'est juste de dire la meilleure façon de prendre la meilleure action, c'est vous prenez la reward maintenant et puis ensuite vous prenez encore la meilleure action après. Mais ça, l'avantage de cette fonction-là, de cette équation-là, c'est qu'on peut l'utiliser pour déterminer Q étoile de façon récursive. Donc si on prend une probabilité epsilon, si on prend avec une probabilité epsilon une action aléatoire, étant donné qu'on est dans un état, et qu'avec une probabilité 1 moins epsilon, on prend l'arg max, donc ce qu'on pense être l'action optimale à ce moment-là, et qu'on applique cette fonction, set update sur la valeur Q qu'on a à l'état présent, cette valeur Q va converger vers Q étoile. Donc en fait, c'est une façon, au travers d'une interaction empirique avec le système, de sampler le système. Une façon dont j'aime bien penser à cette équation de Bellman, et d'ailleurs c'est ce que vous trouvez aussi dans tous les articles de vulgarisation sur Internet, c'est que c'est un peu comme d'aller dans un labyrinthe. Au début, vous ne connaissez rien du tout dans le labyrinthe, donc vous essayez quelque chose au hasard, et puis à un moment, vous allez toucher un endroit où vous mourrez, donc vous allez mettre une reward très négative à ce moment-là, et ça veut dire que la prochaine fois que vous arrivez à proximité de cet endroit où il y a une reward très négative, vous savez que vous ne voulez pas aller dans la direction de cette reward très négative, donc vous allez essayer quelque chose d'autre. Et a contrariori, quand vous arrivez par chance dans un state où il y a une reward qui est élevée, la prochaine fois que vous allez arriver à proximité de cet état-là, vous allez aussi avoir une incitation à aller vers cette reward élevée. Donc comme ça, en jouant ce jeu beaucoup de fois, vous allez réussir à faire diffuser, entre guillemets, les rewards positives
et à créer un chemin optimal pour quelle est la façon d'obtenir la reward. Donc ça, en fait, vous pouvez vraiment le faire avec... Il n'y a pas besoin de réseau de neurones pour appliquer le Q-learning à un labyrinthe comme ça en 2D. Il suffit d'avoir une matrice Q avec une entrée par location, et puis pour chacune de ces entrées, vous avez l'état aller vers le haut, aller vers le bas, aller à droite, aller à gauche, et vous avez quelle est la valeur Q étoile pour chacune de ces actions. Et à ce moment-là, simplement, vous prenez à chaque étape le meilleur Q. Alors bien entendu, le problème, quand on veut appliquer ça dans le monde réel, c'est que le monde réel, il est non linéaire, il a une autre dimensionnalité, il est complexe, etc. Donc on ne peut pas construire une énorme table de lookup pour sauver toutes ces trajectoires qu'on a investiguées. Et c'est là que vient l'idée d'utiliser un réseau de neurones profond pour modéliser la fonction Q. D'où le nom de Deep Q-Learning. Donc c'est vraiment combiner cette idée du Q-Learning qui était là depuis longtemps et combiner cette histoire de réseau de neurones profond qui est là depuis quelques années. Et c'est ça qui a été utilisé pour à la fois l'Atari et puis plus récemment cette histoire de jeu de Go. Ensemble avec quelques petites autres astuces comme des tree search pour savoir quelle branche du jeu de Go explorer, mais c'est ça l'élément principal. Donc pour réussir à faire fonctionner ça, l'idée de base en fait c'est simplement de dire que la fonction Q de fonction de S, state et 1 l'action, ça va aussi être une fonction des paramètres θi du réseau de neurones, et en fait on va envie de faire une optimisation sur ces paramètres du réseau de neurones. Il y a aussi 2-3 petits tricks, donc typiquement on aime bien faire le Q-learning pour un problème de contrôle où il y a relativement peu de contrôles différents qui sont autorisés. Par exemple si vous jouez à un jeu d'Atari, c'est haut, bas, droite, gauche, ou si vous jouez au jeu de Go ou au jeu d'échecs, c'est déplacer une pièce ou une autre. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'utiliser un argmax, qui est quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'il faudrait aller plusieurs fois dans le réseau de neurones pour prendre l'argmax avec différents inputs, on enlève l'input action du réseau de neurones, et à la place, on l'utilise pour catégoriser les outputs. Donc au lieu d'avoir Q de S et de A, on fait Q de S, et ensuite on a le Q de S et de A pour chacune des sorties. Et comme ça, il n'y a plus qu'à faire, qu'à prendre le max à la sortie du réseau de neurones pour déterminer quelle action prendre. De la même façon, il y a possibilité de définir une loss function, donc la fonction vers laquelle on essaye d'entraîner le réseau de neurones. Et en fait, la fonction vers laquelle on essaye d'entraîner le réseau de neurones, c'est simplement d'annuler cette relation de Bellman qu'on utilisait avant pour faire les updates. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on veut naturellement se mettre à l'état où c'est stable. Si vous faites toutes ces choses-là, ça va marcher très mal. Donc il y a 2-3 petites astuces encore qui viennent du fait que les réseaux de neurones n'aiment pas apprendre sur de la data qui est trop corrélée. Donc l'idée, c'est d'échantillonner plusieurs jeux, ensuite de mélanger toute la data qui est obtenue par ces jeux, et ensuite d'entraîner le réseau de neurones. Donc pour éviter que le réseau de neurones overfit une trajectoire particulière que vous venez d'emprunter. Puis il y a aussi ces histoires que vous calculez le gradient, mais si vous devez faire plusieurs updates à un moment donné, vous faites toutes les updates à la fin et ça augmente la stabilité du réseau de neurones. Donc tout ça c'est défini et décrit en détail dans cet article-là si ça vous intéresse. Et le résultat qu'on obtient en tout cas à la fin, c'est qu'on a un ordinateur qui peut apprendre sans que les êtres humains connaissent la solution qu'on veut que le réseau de neurones apprenne. Et c'est grâce au fait d'utiliser un réseau de neurones, c'est adapté aux problèmes qui sont non linéaires, de haute dimensionnalité et en général complexes. Tout ça, ça peut aussi être raffiné pas mal. Donc par exemple pour le coup d'apprendre à jouer au Go, non seulement ils utilisaient cette méthode-là, mais en plus ils ont utilisé le réseau de neurones pour se battre contre lui-même, pour qu'il se bootstrap entre guillemets au-dessus du niveau qu'aucun être humain était capable de jouer. Et bien entendu, le réseau de neurones dans cette histoire-là, c'est juste une façon de modéliser la fonction Q. Et il pourrait y avoir d'autres façons de modéliser la fonction Q, mais c'est juste que ça marche très bien en pratique. Donc par exemple, avec Miro, là, le postdoc avec qui on a travaillé, on a trouvé un article il y a quelques années avec une application en mécanique des fluides où au lieu d'utiliser un réseau de neurones pour modéliser la fonction Q, ils utilisaient une espèce de fonction de hash un peu bizarre. Donc en général, en cryptographie, une fonction de hash, vous voulez que si vous changez un bit, ça vous donne des outputs très différents. La fonction de hash qu'ils construisaient, là, c'était plutôt que si vous changez un bit, vous avez quasiment le même output. Et donc ça permettait en fait de réduire la dimensionnalité du problème en collapsant sur la même région les situations qui étaient similaires, quoi. Mais en pratique, ça marche bien avec les réseaux de neurones. Et donc ça, je pense que cette histoire du jeu de Go, c'est vraiment ce qui a réveillé tout le monde parce que
J'ai regardé, en fait, je joue pas au Go moi-même, et je suis pas bon et je suis pas capable de juger si une partie est bonne, mais j'ai regardé la partie de Go où il y avait des gens expérimentés qui commentaient la partie. Et il y a un moment où ils avaient presque les larmes aux yeux parce que 3 coups avant, ils ont vu le réseau de neurones faire un mouvement, et ils disaient ce mouvement est complètement stupide, on n'a jamais vu personne faire ça, c'est certainement une erreur. Puis 4-5 coups après, ils se sont rendus compte, bon, on ne comprend pas pourquoi, mais en fait ce mouvement qu'on n'a pas compris, il va gagner la partie, quoi. Donc au travers de ce genre d'algorithme, le réseau de neurones était capable de découvrir des stratégies que personne ne connaissait. Donc comme je disais, il y a quelques petits tricks ici. On change le problème de argmax vers un problème de max. Ça veut dire qu'il faut avoir un output du réseau de neurones pour chaque action qui est possible. Donc ça se généralise relativement mal à des très hautes dimensions ou à des contrôles continus. Pour ce qui est de dimension contrôle continu, on préfère utiliser ces méthodes de policy gradient. Et là, en fait, on utilise un petit peu le même genre de réflexion, qui est que on va essayer d'optimiser cette value function, mais d'une façon un peu différente. En particulier, pour le policy gradient, en fait, on va directement s'attaquer à optimiser la policy pi. Il y a quelques avantages par rapport au Q-learning. Souvent, c'est plus simple, la policy pi est en fait plus simple que la fonction Q, donc ça va plus simplement être appris par le réseau de neurones. Pour cette fonction Q, comme je vous disais, il y avait ce problème être capable de résoudre le argmax, qui est difficile en d'autres dimensions. On n'aura pas ce problème-là avec l'optimisation directe de la policy. La policy gradient est aussi plus facile à adopter pour du contrôle continu en dimension. Le seul point négatif peut-être de la policy gradient par rapport au Q-value, c'est que c'est plus facile d'avoir une bonne exploration avec les Q-value. Mais bon, ça aussi, il y a des tricks sur la policy gradient pour augmenter la qualité de l'exploration. Donc l'idée de base de la policy gradient, c'est que cette fois-ci, on va utiliser le réseau de neurones pour modéliser directement cette policy pi. En fait, la façon de modéliser cette policy pi, c'est que le réseau de neurones va prédire en output des paramètres de distribution statistique qui définissent pi. Donc par exemple, si vous avez le droit de faire une action entre -1 et 1, vous allez définir paramétriquement une fonction à support compact sur -1 et 1, et vous allez donner 2-3 paramètres comme le mean, la skewness, la standard déviation, etc. Donc le réseau de neurones va s'entraîner à prédire ces valeurs-là. Et en fait, le training est fait en déplaçant légèrement la distribution en jouant avec ces paramètres qui sont caractérisés par le réseau de neurones. Donc si on reprend le genre de framework qu'on avait avant, le but c'est de trouver l'ensemble de poids du réseau de neurones θ, tel qu'on maximise sur θ l'espérance de la somme pour les étapes à venir de la reward function, sachant qu'on doit suivre la policy pi θ paramétrisée donc par ces poids θ dans la façon dont on choisit l'action à chaque état. Et donc on retrouve toujours cette fonction-là R qui est une sorte de discarded reward function. Ok, comment on fait ça? Juste un peu de notation, on va définir tau comme une séquence state action. Donc c'est une séquence, une state, une action, ensuite le state action à l'étape suivante, etc., etc. Et juste j'ai appelé R de tau, c'est la discounted reward qui est associée à cette séquence state action. À ce moment-là, la value comme une fonction des poids du réseau de neurones, θ, ça va être la valeur expected value de cette chose-là, sachant qu'on choisit, qu'on suit pi θ. Donc vous pouvez dire de cette façon que c'est la somme sur toutes les trajectoires de la probabilité de suivre cette trajectoire, sachant qu'on utilise des poids θ dans le réseau de neurones, fois la reward. Et à ce moment-là, quand on a cette expression-là, en fait, on peut violemment la dériver, et il en sort quelque chose. Donc si on prend le gradient en fonction θ, on peut faire permuter le gradient la somme, on arrive à cette expression-là. Là, il y a un trick qui est qu'on va essayer de reconnaître une dérivée du log, et on arrive donc à cette somme de la probabilité de la trajectoire fois le gradient du log probabilité fois la reward associée. Et ça, en fait, c'est une expression qu'on aime beaucoup, parce que c'est une somme de probabilité fois quelque chose. Et donc ça veut dire que ça, c'est une expected value qu'on peut sampler, qu'on peut échantillonner de façon empirique au travers de l'interaction avec le système. Donc ça veut dire que ce gradient sur θ de Vθ, c'est à peu près, si on a m expériences, la moyenne arithmétique simplement de cette valeur-là. Donc cette reward R, on la connaît déjà bien parce que on peut la calculer sur la trajectoire. Et dans 2-3 slides, je reviendrai très rapidement sur comment est-ce qu'on peut calculer cette valeur-là, mais ce n'est pas difficile non plus.
Donc qu'est-ce que c'est que l'intuition derrière ces choses-là? D'abord, 2-3 commentaires. On n'a pas fait beaucoup d'hypothèses ici, donc si on regardait les mathématiques en détail, on verrait que c'est valide pour discontinuous ou unknown R. On a fait très peu d'hypothèses. Et ça fonctionne aussi avec des états et des actions qui sont soit discrets, soit continus. Donc on a vraiment une grande généralité sur quel problème on peut attaquer. Et l'idée, en fait, c'est que si vous pensez que le fait de choisir, de suivre ce chemin taux, c'est en fait d'évoluer sur un manifold, on définit sur chacun de ces trajectoires la valeur de cette trajectoire et on essaye d'augmenter la probabilité de suivre les trajectoires qui sont bonnes et de réduire la probabilité des trajectoires qui sont mauvaises. Donc c'est juste ça qu'on fait. Je vous ai dit je vous parlerai un tout petit peu plus là, de ce gradient du log probabilité. Donc c'est pour vous montrer la dérivation, à quoi ça ressemble, grosso modo. Là aussi, violemment, on peut simplement expand cette probabilité. Donc on se souvient que le système est stochastique, donc toutes les transitions d'un état action vers un autre état action, c'est des choses qui sont probabilistiques. Donc ça va être là, le produit des probabilités d'aller de ST à ST plus 1 suivant l'action A, fois de choisir l'action A, étant donné qu'on est dans l'état ST. Donc il faut à la fois choisir la bonne action quand on est dans l'état et ensuite que le système veuille prendre la trajectoire qu'on a envie. Donc on permute le log et le produit, on obtient des sommes. Et là, ce qu'on observe, c'est que cette partie-là, elle dépend que du système dynamique. Donc en fait, les poids du réseau de neurones n'ont rien à voir et ça meurt au gradient. Et il ne reste plus que cette partie-là dont on prend le gradient. Et cette partie-là dont on prend le gradient, en fait, c'est quelque chose qui est très facile à calculer pour le réseau de neurones parce que ça, c'est purement du réseau de neurones. Donc on retombe en fait encore sur un problème où on a été capable de casser nos problèmes de reinforcement learning à un problème à la base de descente du gradient pour notre réseau de neurones. C'est ce que je vous disais, donc cette log probabilité du gradient dépend que de la policy, donc il n'y a pas besoin de modèle dynamique et c'est facile à faire. On peut aussi montrer du point de vue mathématique que cette méthode n'est pas biaisée et ça veut dire que quand on utilise la fonction que je vous montrais tout à l'heure de empirical sampling avec cette fonction pour le gradient du log probabilité, on a un système qui est cohérent et sain et on peut l'utiliser. Ok, et donc ces méthodes-là, après, vous pouvez faire tout un nombre de raffinements, de petits changements dans l'algorithme, etc. Et ce qui, je pense, aujourd'hui, indiscutablement, est le state of the art dans ces méthodes de gradient descente, c'est cette méthode de PPO, Proximal Policy Optimization. C'est un article et un algorithme assez indigeste publié dans ce papier. Et en gros, ils utilisent les méthodes que je viens de vous décrire, avec quelques tricks encore, notamment qu'ils clippent le gradient. Donc s'ils voient qu'il y a une trajectoire qui est très très bonne, au lieu d'aller très fort dans cette direction-là, ils vont aller un peu dans cette direction-là, mais pas trop. Et l'idée, c'est que peut-être qu'on a juste eu de la chance sur cette réalisation particulière, et on ne veut pas aller à l'aveuglette dans une direction. Et en plus, comme je vous disais, cette fonction pi, ça définit une densité de probabilité. Donc on va commencer par explorer aussi les endroits où on est plus ou moins sûr de ce qu'on veut faire d'abord avant d'aller dans les endroits où on n'est pas sûr du tout du paysage. Donc ces algorithmes, ils sont ils sont pas très compliqués, mais ils sont difficiles à écrire sans faire d'erreur et surtout les erreurs sont très difficiles à trouver parce qu'il n'y a pas une façon déterministique de tester si l'algorithme est bien écrit. Tout ça, c'est est-ce que ça converge, est-ce que ça converge pas. Peut-être que l'algorithme est mal écrit, peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Donc je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de réimplémenter ces algorithmes à la main. Et on a beaucoup de chance parce qu'il y a des gens, notamment donc Alexander dont je parlais, qui ont implémenté des librairies pour faire ce genre de choses. Donc il y en a plusieurs de ces librairies. Moi j'utilise une librairie qui s'appelle TensorForce. Et en fait ça construit sur TensorFlow. TensorFlow étant la librairie Google qui donne accès au réseau de neurones et à tous les outils pour faire de la gradient descent sur ces réseaux de neurones. Ça rajoute à TensorFlow les algorithmes de learning que je viens de vous parler. Et c'est aussi très agréable pour nous parce que du coup, si on a envie de tester du PPO, on teste du PPO. Si on a envie de tester une autre méthode de Deep Reinforcement Learning, c'est 2 lignes à changer dans le code et ça utilise une autre version d'algorithme de Reinforcement Learning. Et puis, comme je vous disais, ce qui est très bien avec ces histoires de gradient de descente et de backward propagation, c'est que vous pouvez calculer en fait un graphe de calcul, le compiler une fois pour toutes, etc. Et là aussi, cette librairie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle définit tous les calculs comme un graphe de computation dans TensorFlow, c'est
c'est compilé une fois pour toutes, et ensuite c'est très rapide à exécuter. Et c'est aussi ça encore un des avantages de TensorFlow, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense aussi que ça ne vaut pas le coup d'essayer de le réécrire soi-même, c'est qu'ils ont fait ça de façon intelligente, donc ça s'adapte aussi au hardware sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes sur des CPU, ils vont compiler ça pour des CPU, si vous êtes pour une carte graphique, ils vont compiler ça pour la carte graphique, ils sont capables de faire runner ça sur des smartphones, des microcontrôleurs, enfin c'est avec une idée d'application industrielle, de cette façon. Ok. Quelques mots sur les applications dans le monde réel. Je vous ai parlé du Supervised Learning qui a déjà des applications en classification, en reconnaissance d'images, en reconnaissance faciale, etc. Sur le Deep Reinforcement Learning, il y a un tout petit peu moins d'applications qui sont documentées. Il y a le Go, les échecs, parce que ces méthodes ont été appliquées donc pour le Go, mais aussi pour les échecs. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que des gens qui jouent bien aux échecs vous diront que les algorithmes traditionnels pour jouer aux échecs, comme par exemple Stockfish, si je me souviens bien du nom, en fait, c'est des algorithmes ils jouent pas des parties très intéressantes parce que ils essayent juste de ne pas faire d'erreur et puis d'avancer de façon très mécanique, alors que les algorithmes qui sont traînés sur du Deep Reinforcement Learning, ils sacrifient des pièces pour améliorer la position tactique, et donc ils jouent beaucoup plus comme un être humain. Et d'ailleurs, les algorithmes de Deep Reinforcement Learning, à puissance de calcul disponible égale, aujourd'hui, battent à plat de couture les algorithmes du type Stockfish. Mais bon, tout ça, ça reste encore que des jeux. Une application qui est dans l'air du temps et qui vient, probablement, c'est ces histoires de voitures qui conduisent toutes seules. Même si les voitures qui conduisent toutes seules, il y a une partie qui est du hand-engineered, il y a une partie qui est du Deep Reinforcement Learning, et différentes boîtes ont différentes approches là-dessus. En tout cas, le Deep Reinforcement Learning, c'est une des possibilités. Mais je pense que l'exemple que j'ai vu qui était le plus clair récemment, c'était Google qui a utilisé ça pour contrôler le refroidissement de ses serveurs. Donc grosso modo, ils ont entraîné par Reinforcement Learning une intelligence artificielle à contrôler le régime de refroidissement du serveur, et ils ont coupé de 40% la consommation d'électricité pour remplir la même fonction je ne sais pas comment ça marche, mais certainement ça doit être quelque chose du genre, il n'y a pas besoin que le CPU soit à 10 degrés, c'est d'accord s'il est à 40, mais il n'a pas le droit d'être à 45, et donc c'est beaucoup plus optimal qu'une méthode bête et méchante où tout tourne à bloc, quoi. Ok, donc j'espère que je vous ai donné une overview rapide de qu'est-ce que sont les réseaux de neurones, comment ça fonctionne, comment est-ce que vous voulez les utiliser pour faire du function fitting, comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour découvrir de nouvelles stratégies. Et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ce dont je pense qu'on peut faire en mécanique des fluides, et donc notre travail avec Nicolas et puis Ulysse et d'autres personnes aussi à l'Université d'Oslo. Donc ce qu'on voulait faire en fait, c'était voir si cette méthode d'optimisation pouvait s'utiliser sur un problème de mécanique des fluides bien connu, qui est le active flow control, qui très naturellement aussi arrive dans ce framework du reinforcement learning. Donc pour ça, ce qu'on voulait faire, c'était trouver une situation de moindre complexité possible, mais pas complètement triviale non plus, sur laquelle on pouvait appliquer ces méthodes. Donc pour ça, on a réfléchi un peu et on s'est dit que probablement la situation à la fois emblématique, la plus simple, la moins coûteuse en temps de calcul, c'était d'utiliser l'allée de Karman derrière un cylindre en 2D. Donc ce qu'on a fait, c'est Miroslav, le postdoc de l'Université d'Oslo, est très bon en Phoenix. Donc en une après-midi, il nous a construit une simulation 2D en Phoenix. On utilise un nombre de Reynolds très modéré, comme ça les calculs ne sont pas chers. Et on suit le benchmark de Turek et al. C'est peut-être pas une configuration parfaite, peut-être que la veine de courant est trop fine, mais en tout cas c'est quelque chose qui est documenté, et donc on peut comparer. Et donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que par rapport au benchmark de Turek et al., on rajoute des velocity probes, donc ça c'est les points noirs ici, qui mesurent les composants U et V de la vitesse du fluide. On rajoute deux jets, les points rouges là sur le cylindre, qui soufflent de façon normale à la surface du cylindre. On les a utilisés qui soufflent de façon normale parce que comme ça, personne ne peut nous accuser de faire de la propulsion. Parce que on ajoute du momentum, mais dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Et ensuite, on a rajouté encore une autre condition, c'est que ce qui est soufflé par un jet est absorbé par l'autre jet. Donc on ne fait pas de création de masse dans notre système. Et à partir de là, étant donné ce state S qui est la vitesse au point noir, l'action A qui est comment est-ce qu'on souffle sur les jets, on essaie de réduire le coefficient de drag. Donc pour ça, on utilise la méthode PPO dont je vous ai parlé, et on a vraiment fait quelque chose de
très simple, même quasiment bateau du point de vue du réseau de neurones. Donc on utilise un réseau de neurones fully connected avec 2 couches de 512 neurones. La fonction de reward est un tout petit peu plus subtile parce qu'on veut interdire au réseau de neurones de tricher, je vais y revenir dans une seconde. Mais grosso modo, on essaie de faire en sorte que le réseau de neurones minimise la valeur moyenne du drag sur une pseudo-période, tout en interdisant qu'il crée de grandes valeurs du lift. Et ensuite, on laisse le réseau de neurones interagir avec la simulation de façon complètement libre pendant environ 1300 vortex shading. Ça prend entre 24 et 48 heures si vous utilisez un core sur un desktop Core i7 sur une machine fixe. Et donc l'idée là, c'est que comme ce que je vous ai décrit sur les slides précédentes, le réseau de neurones, il joue avec l'écoulement et il observe l'effet sur la reward. Puis quand il voit quelque chose qui marche bien, il en fait plus. Quand il voit quelque chose qui ne marche pas, il sait qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Et de ce point de vue-là, en fait, dans les poids du réseau de neurones, il encode une sorte d'intuition de l'écoulement et de l'effet du contrôle. Donc, comme je vous disais, il y a toujours quelques petits tricks pour réussir à le faire fonctionner. Certains des tricks dont on s'est rendu compte ici, c'est qu'il faut que la fréquence du contrôle soit adaptée à la fréquence du problème qu'on observe, parce qu'au début, en fait, quand le réseau de neurones n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, il essaye en fait au hasard. Hein, il n'a aucune idée de ce qui est optimal, donc sa distribution de probabilité, c'est uniforme. Et donc le problème, s'il faisait par exemple 100 actuations différentes par période d'écoulement, c'est qu'en moyenne, il va mettre du bruit blanc et qu'au final, ça ne fera aucun forcing. Et qu'il faudra avoir beaucoup de chance pour qu'il mette un forcing prédéterminant dans un sens plutôt que dans l'autre. Alors que si on met par exemple seulement 10 actuations par pseudo-période, à ce moment-là, la probabilité que le réseau de neurones ait un peu de chance et force plutôt vers le haut quand il faut se forcer plutôt vers le haut et plutôt vers le bas quand il faut se forcer plutôt vers le bas, en ayant une espèce d'effet moyen est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est le premier trick qu'on a eu besoin de découvrir. Et le deuxième trick qu'on a eu besoin de découvrir, c'est qu'il ne faut pas laisser le réseau de neurones tricher. Parce que le réseau de neurones, en fait, il est très bon pour optimiser la fonction de reward, même si pour ça, en fait, il triche et il trouve des solutions qui ne sont pas intéressantes. Donc en fait, on s'est rendu compte que si on ne mettait pas cette pénalisation sur la valeur moyenne du lift, ce que faisait le réseau de neurones, c'est qu'il soufflait à bloc dans une direction. Comme ça, le sillage montait un peu. Et en fait, ça changeait pas tant. Ça changeait le drag, évidemment, quand on projette sur la direction X, mais ça faisait que changer la direction de la résultante des forces, ce qui n'est pas très intéressant. Nous, on est intéressé par réduire la résultante des forces. Donc c'est pour dire pourquoi est-ce qu'on a adopté ce terme-là. Et tout ça, en fait, c'est des problèmes qui sont bien connus dans les réseaux de neurones utilisés pour le Deep Reinforcement Learning. En particulier, ce problème-là, il y a des méthodes multiscale qui sont en train d'arriver, où ils essayent de s'en occuper. Bien entendu, le problème des réseaux de neurones qui cheat, ça, on n'y peut pas grand-chose, et il faut à chaque fois avoir un peu d'engineering pour réussir à éviter ces problèmes-là. Donc les résultats, la méthodologie et l'implémentation sont présentés dans cet article, qui a été accepté d'ailleurs, donc on va bientôt mettre le code sur GitHub avec un container, etc., donc tout sera reproducible. Et les résultats, en fait, peuvent se résumer de façon très visuelle. Donc l'écoulement du haut, c'est l'écoulement baseline flow, sans aucun jet. L'écoulement du bas, c'est l'écoulement avec les jets actifs. Vous ne pouvez même pas tant que savoir les jets, parce qu'une fois que le régime est établi, il suffit de très petits contrôles pour maintenir dans la configuration modifiée. Et vous voyez tout de suite que la tête du sillage est assez différente. Alors, si j'arrive à faire fonctionner ça, hop, hop, hop. Ça, c'est typiquement donc, le résultat d'une simulation quand on montre la vidéo. Donc, les deux commencent du même état, et puis en haut, pas de contrôle, en bas, contrôle. Et ce que vous allez voir, c'est que voilà, le réseau de neurones arrive à contrôler la bulle de séparation, puis ça finit toujours par séparer quand même un endroit ou l'autre, mais ça a une tête quand même assez différente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit... Le résultat qu'on obtient, c'est 8% de drag reduction, 130% d'augmentation de l'aire du sillage, et on change aussi un petit peu la fréquence de vortex shading. On ne change pas beaucoup, on change de 3,5%, quelque chose dans le genre. On peut aussi voir les résultats en regardant des means et des standard deviation du champ de vitesse ou du champ de pression. Donc ce qu'on voit quand on regarde le mean du champ de vitesse, c'est que on a étiré la bulle de recirculation. Ce qui nous a un peu étonné au début, et puis on a eu un reviewer qui nous a dit non mais en fait c'est complètement évident, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'utiliser votre jet pour faire d'une certaine façon du boat tailing. Donc
Si vous voulez réduire le drag, d'habitude ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une jolie forme en goutte d'eau derrière, et nous simplement, grâce au jet, on est capable d'avoir le même genre d'effet sur le sillage. On voit aussi que la variabilité et le décollement est rejeté plus loin en aval du cylindre, et les variabilités sont très réduites. Ce qui est intéressant aussi d'une certaine façon, c'est qu'il n'y a besoin que de jets très petits en fait, pour réussir à faire ce contrôle. Donc là, ce que je vous montre en bleu, c'est la fluctuation du coefficient de drag en régime libre sans contrôle. En noir, la fluctuation du coefficient de drag quand il y a le contrôle. Et là, en insert, c'est le mass flow rate qu'on utilise pour souffler, normalisé par le mass flow rate qui intersecte le cylindre pris à l'inlet condition. Donc c'est des petits jets, c'est typiquement quelques pourcents du incoming mass flow rate. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a au début une espèce de relativement grosse actuation pour réussir à changer l'état de l'écoulement. Et ensuite, une fois que l'état de l'écoulement est changé, il suffit de tout petits contrôles pour maintenir dans cette configuration-là. Bien entendu, si on tue le tout petit contrôle, ça retombe très vite sur la configuration de base. Donc ça, entre guillemets, c'est du... En mécanique des fluides, on est énervé par ces instabilités qui nous cassent les pieds et qui cassent toujours les écoulements, mais ça veut dire aussi que ces instabilités, si on est capable de les contrôler avec un très petit contrôle, on est aussi capable de faire un grand changement sur l'écoulement. Et puis je vous parlais donc de cette histoire de boat tailing, on peut aussi le voir en regardant la différence de pression moyenne entre le cas sans contrôle et le cas avec contrôle, et on voit aussi qu'en fait ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la pression dans le sillage. Donc c'est comme ça qu'on réduit le drag. Une façon aussi de comparer les résultats, c'est de se dire, ok, on a réduit le drag, est-ce que la réduction qu'on a du drag est bonne ou pas bonne? Et donc ce qu'on a fait pour ça, c'est que on a pris une simulation avec seulement un demi-domaine. Sur l'axe y égale 0, on a mis une condition symétrique, et en fait, donc, bien entendu, cette condition symétrique tue le vortex shading, et on regarde quel est le drag obtenu sur la demi-configuration et quelle est la tête de la bulle de recirculation. Et ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que si on multiplie par 2 le drag et la recirculation area pour, d'une certaine façon, obtenir un sillage stable dans le cas sans vortex shading, le contrôle nous permet de retrouver, on part du cas avec du haut drag, et on va vers le cas que je décris là. On fait 93% du chemin vers le cas sans vortex shading grâce au petit jet. Donc en fait, ça nous donne, c'est pas du tout une preuve, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de... Peut-être qu'il y a une stratégie qui est beaucoup plus optimale et qui bat cette chose-là, mais ça nous donne en tout cas un benchmark qui nous montre que probablement notre solution n'est pas complètement ridicule, quoi. Et de la même façon, l'air de la bulle de du sillage est très similaire entre ce qu'on obtient avec les jets et ce qu'on obtiendrait ici en multipliant par 2. Une autre chose qui me fait dire que probablement on a une solution qui n'est pas si mal avec ces réseaux de neurones et le Deep Reinforcement Learning, c'est que en fait c'est très pratique à déployer. En particulier, on apprend une fois et ensuite on contrôle pour autant de time step et autant de durée qu'on a envie. Donc si je ne suis pas un spécialiste des méthodes des adjoints, mais on a des gens de la méthode des adjoints qui ont un peu regardé ça, et en fait ce qu'ils ont besoin de faire à ce moment-là, c'est qu'ils ont besoin d'évoluer en temps, et ensuite ils ont besoin de revenir en arrière, et puis comme ça ils trouvent une stratégie du temps t égale 0 à t égale 2, et puis s'ils ont envie d'avoir une stratégie du temps t égale 2 à t égale 4, bah, il faut qu'ils recommencent. Alors que nous, on apprend une fois, et puis si on a envie d'utiliser notre contrôleur jusqu'au temps t égale 10 000, il n'y a aucune chose qui nous en empêche. Tant qu'on a déjà parcouru dans l'espace des phases le type de configuration, donc si on a confiance dans le fait que l'exploration de notre espace a été bien faite, il n'y a aucune raison que quoi que ce soit négatif se passe. L'autre chose, c'est que ça coûte d'entraîner ce réseau de neurones. On a dû faire pour 1300 vortex shading periods, mais une fois qu'on l'a entraîné, l'évaluation est quasiment gratuite. Bon, là, c'est aussi parce qu'on avait un cas d'écoulement très simple, mais grosso modo, le coût de décider quelle action choisir en fonction de l'état qu'on donne au réseau de neurones, c'est une multiplication de matrice 512 pour 512 qu'on passe dans un arrêt de max 0x. Un autre avantage encore, c'est que c'est trainable offline, donc vous pouvez en fait utiliser le réseau de neurones pour contrôler, faire du sampling de toute la data que vous en avez, et à la fin,
pas en temps réel, mais après que vous ayez fait tout ce sampling de data, vous pouvez entraîner le réseau de neurones. Donc ça serait par exemple pour une application réelle, s'il fallait entraîner sur un écoulement réel, il n'y a pas besoin en temps réel de faire les calculs coûteux. Les calculs coûteux peuvent être à la fin de l'expérience. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est une méthode qui est très facile à utiliser. En fait, le raffiner, comprendre comment éviter que le réseau de neurones triche, etc., ça nous a pris quelques semaines. Mais le fait d'avoir quelque chose qui fonctionne, c'était simplement d'arriver à faire se parler ensemble deux packages. Donc c'est une méthode qui marche comme black box, qui peut s'appliquer à tous les problèmes, et il y a une communauté immense, on le voit au nombre de citations dans cette communauté, qui travaille justement à rendre ces algorithmes de plus en plus généralistes et de plus en plus efficaces. Ensuite, il y a des points d'interrogation. On peut s'attendre à ce que ces points d'interrogation soient valides aussi dans nos situations, mais on ne l'a pas prouvé du tout, donc c'est pour ça que je prends des pincettes. Mais ce qu'on observe dans les réseaux de neurones en général, c'est qu'il y a du transfer learning. Ça veut dire que si vous apprenez sur un cas et qu'ensuite vous voulez apprendre sur un cas similaire, l'apprentissage sur le cas similaire va très vite si vous utilisez le réseau de neurones qui est pré-entraîné. Donc il y a une capacité de généralisation. On ne l'a pas démontré, mais c'est quelque chose qu'on peut espérer si on a des configurations finalement à la fois compliquées mais similaires. En addition, si jamais il fallait appliquer ça, donc ça c'est pour le transfer learning, pardon, j'ai fait ce point-là d'abord, et de plus, s'il fallait appliquer ce genre de méthodologie au monde réel, automatiquement le réseau de neurones va prendre les transferts fonctions de tous les éléments du système. Donc il va prendre des transferts fonctions de probes, il va prendre des transferts fonctions des valves. C'est un peu comme un technicien spécialisé qui connaît bien sa machine, quoi. Ok, donc ça c'était premier exemple qu'on a fait sur des histoires de contrôle. Mais il y a des gens qui critiquent à raison, et je suis complètement d'accord avec eux, en disant que finalement, en fait, on a choisi un problème qui est très très simple, parce que c'est pas très loin d'un oscillateur biharmonique. Est-ce que le couplage est fort, pas fort, on ne sait pas vraiment, mais bon. Quoi qu'on en dise, il n'y avait personne qui nous avait montré la stratégie qu'on montre, donc on est quand même arrivé à faire quelque chose de nouveau, et puis c'est la première fois que, en tout cas à ma connaissance, que ce genre de méthodologie était utilisée dans ce contexte. Mais c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que c'est vraiment un outil pour aller vers du contrôle de la turbulence, par exemple. Et donc ce qu'on a fait, c'est que du coup on s'est dit, bon, on veut rester avec des systèmes qui ont des faibles coûts de calcul pour que ça puisse aller vite, pour des proof of concept, mais est-ce qu'on peut trouver des choses pour lesquelles les gens se plaindront un petit peu moins, que c'est éloigné d'un problème d'oscillateur faiblement couplé, comme ce qu'on a dans la turbulence. Et donc pour ça, il y a ce livre de Duryea et al. Qui est sorti en 2016, Machine Learning Control, Timing Non-Linear Dynamics and Turbulence. Et ce qu'il propose, c'est qu'il propose 2 ou 3 systèmes d'équations des partiels. Et d'ici, vous êtes capable de résoudre ces problèmes de contrôle, qu'on a designé d'une telle façon que ça soit toujours difficile à faire. Vous avez de bons espoirs que ça généralise à des problèmes d'écoulement turbulent. Donc typiquement, ce système-là, qui est un des systèmes qui est décrit dans le livre, vous avez un oscillateur couplé à 1 à 2, un oscillateur couplé à 3 à 4. Donc cet oscillateur-là, il a une tendance à mourir. Cet oscillateur-là, il a une tendance naturelle à exponentiellement revenir toujours à la même amplitude d'oscillation. Et ensuite, vous avez ce terme-là, sigma, qui fait un couplage faible entre cet oscillateur-là et cet oscillateur-là. L'idée ensuite, c'est que vous voulez tuer A1 et A2 en ayant seulement le droit de contrôler A4. Et cette fonction sigma, elle est construite d'une telle façon que si vous linéarisez votre système, étant donné l'état initial dans lequel vous commencez, le couplage entre les oscillateurs 1 à 2 et A3 à 4 disparaît. Donc si vous utilisez une méthode des adjoints bêtes, ça ne marchera pas. Miro, qui n'est pas un spécialiste de la méthode des adjoints, mais qui est bien meilleur en mathématiques que moi et qui connaît des gens qui font la méthode des adjoints, a essayé de faire des méthodes des adjoints plus compliquées là-dessus, avec des histoires de déflation des extrémos locaux, etc., et il n'arrive pas à le faire fonctionner. Mais nous, quand on utilise nos réseaux de neurones et le Deep Reinforcement Learning là-dessus, ça marche très bien, out of the box. Il y a toujours les 2-3 petits tricks, un petit peu de renormalisation, adapter la fréquence d'actuation, et quand on utilise ces tricks-là, en fait, on arrive typiquement à ce genre de solution, où là, vous voyez 1 à 2, je suis désolé, les figures ne sont pas aussi jolies parce que c'est encore du work in progress, donc je n'ai pas les figures publication ready. Mais 1 à 2, là, en bleu et en vert, vous voyez que le contrôle commence ici, et puis donc, ça s'effondre tout de suite, et puis dès que ça commence à se réveiller, pof, le contrôle revient et tue tout ça. Là, c'est un zoom pour voir, voilà, c'est à ce temps-là qu'on est en train de mettre en place le contrôle, ça s'effondre très vite.
Et A3, A4, ça c'est les modes sur lesquels il y a le forcing. Donc vous voyez que au début le réseau de neurones voit qu'il y a de l'énergie, donc il force ces modes-là correctement pour que le couplage pompe de l'énergie au mode 1 à 2. Puis dès qu'il voit que le mode 1 à 2 est complètement mort, il n'y a plus de raison de dépenser l'énergie dans les modes A3 à 4, donc il laisse le mode A3 à 4 mourir. Puis quand il voit que le mode 1 à 2 renaît de ses cendres, il remet encore de l'énergie pour tuer le mode 1 à 2. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, bien entendu, c'est que un système avec 4, 1 à 2 à 3 à 4, et puis c'est que 2 oscillateurs, mais d'une certaine façon, si on croit ce que les gens disent dans ce livre-là, que c'est quelque chose qui est d'une certaine façon représentatif des problèmes qu'on a en turbulence, c'est une première étape, c'est le fait de dire, bon, si on a 2 oscillateurs ou si on en a 10 000, c'est jamais qu'une question d'aligner la puissance de calcul, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous donne un espoir que cette méthode peut aussi s'utiliser sur des écoulements qui sont difficiles, avec des couplages non linéaires faibles. Ok, donc ça c'est en fait un summary de ce qu'on a fait sur... donc d'une introduction sur les réseaux de neurones, de ce qu'on a fait sur un écoulement, de ce qu'on a fait sur un système d'équations dérivées partielles qui représente certaines des difficultés auxquelles on s'attend dans le monde réel. Donc quelques mots de conclusion déjà sur ce travail. Je pense qu'on a prouvé de façon relativement convaincante que les réseaux de neurones et le Deep Reinforcement Learning peuvent être utilisés avec succès sur des problèmes de flow control, même si le problème qu'on a utilisé est très simple. Après, c'est une autre question de généraliser ça à des nombres de Reynolds plus élevés, à de la 3D, etc., mais proof of concept en tout cas. Je pense aussi que ça ouvre une nouvelle direction de recherche pour les histoires de active flow control. C'est en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les réseaux de neurones, que ça marche ou que ça ne marche pas dans 5 ou 10 ans, c'est en tout cas une direction de recherche qu'il est naturel d'explorer. Et ce que je pense, pour revenir au slide en introduction, c'est que de façon plus générale, en fait, ces histoires de réseaux de neurones, c'est un outil pour attaquer tout ce qui est de la complexité. En analyse d'image, il y avait ce problème de complexité, parce que vous imaginez la dimensionnalité d'une image avec 4K, quoi. Il y a 4K pixels fois 3 channels par pixel, et sur chaque channel, il y a 8 bits. En fait, l'espace est de dimensionnalité assez élevée. C'est la même chose s'il s'agit de conduire une voiture ou quoi que ce soit. Donc c'est un outil en fait naturel pour attaquer la complexité. D'une façon un peu triste, on pourrait dire qu'on a un système complexe. Comment on fait pour résoudre le système complexe? On jette dessus un système encore plus complexe qu'est le réseau de neurones. On n'a pas plus d'idée comment le réseau de neurones fonctionne que le système complexe qu'on veut modéliser, mais les deux marchent bien ensemble. D'une certaine façon, on devrait s'y attendre, parce que quand il y a besoin de conduire une voiture, comment vous faites? Vous prenez un système complexe, un être humain, vous le mettez dans un dispositif de training en auto-école, et puis à la fin, vous avez un truc qui ressort. Vous espérez que ça conduit correctement la voiture, une fois de temps en temps, ça se crache quand même. C'est la complexité, quoi. Mais ce qu'on pense, en tout cas mes collaborateurs et moi, après avoir travaillé là-dessus, c'est que certains des avantages des réseaux de neurones et du Deep Reinforcement Learning par rapport à d'autres méthodes, c'est que c'est des algorithmes qui sont très robustes. On a réussi à faire fonctionner ça en fait de façon toujours assez rapide, juste en quelques semaines, juste en faisant parler des packages les uns avec les autres. C'est très facile à utiliser. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'ingénierie encore de haut niveau pour comprendre quelles sont les dynamiques du système que vous essayez de résoudre et comment est-ce que vous voulez mettre vos probes ou mettre vos actuateurs, ou etc. Mais il n'y a pas besoin de mettre les doigts dans la machinerie pour le faire fonctionner, ou de façon très marginale. C'est une façon d'utiliser la puissance des réseaux de neurones, le fait que c'est bien parallélisable, le fait que c'est des approximateurs universels pour plein de problèmes qu'on a dans la vie courante. Et c'est unsupervised, donc on n'a pas besoin d'avoir ne serait-ce qu'une idée de comment faire le contrôle. Ce que je dirais aussi, c'est que toutes ces histoires de réseaux de neurones et de Deep Reinforcement Learning, je me répète un peu, mais c'est un domaine de recherche qui est très actif. Il y a énormément d'optimisation possible. Donc Alexander Kuhn, qui était le PhD student à Cambridge, qui a écrit TensorForce, est venu nous rendre visite à l'université d'Oslo il y a un mois. Et en fait, il a une présentation d'1 heure où il a juste dit, bon ça c'est mauvais, mais ça marche, mais on peut l'optimiser. Ça c'est mauvais, mais ça marche, on peut l'optimiser. Et il y a des pages et des pages d'optimisation. Par exemple, les gens disent on veut faire rêver les réseaux de neurones, donc fabriquer dans le Deep Reinforcement Learning un agent qui génère des images plausibles pour entraîner le contrôleur et pour générer en fait plus de data que ce qu'il y a, ce qui est en fait encore copier comment un être humain fonctionne, parce que on sample de la data dans la journée et puis on en rêve la nuit. En général d'ailleurs on rêve des choses qu'on ne comprend pas et sur lesquelles ça n'a pas bien fonctionné, et puis le lendemain matin on se réveille et on a une idée. Donc par exemple ce genre d'optimisation. Il y a aussi des histoires de word model, donc forcer le réseau de neurones non seulement à faire du contrôle, mais aussi à prédire en avance quel sera le prochain state qui sera observé. C'est aussi quelque chose qui force le réseau de neurones à apprendre des dynamiques internes. Donc il y a énormément d'améliorations
qui, du point de vue de l'utilisateur final, sont transparentes parce que c'est juste importer un package. Bien entendu, l'idée à la fin, c'est de se débarrasser de l'utilisateur complètement, mais probablement, il y a des très bonnes slides de Yann Lequin, Collège de France, je crois, il y a 2 ans, il a eu une présentation de ce deep learning, et il fait des calculs sur le dos de l'enveloppe, sur la puissance de calcul du cerveau par rapport au meilleur processeur. Donc probablement, on a quelques dizaines d'années avant de s'occuper de ce problème-là. Ce que je dirais aussi, c'est que cette amélioration dramatique des algorithmes, ça se voit dans la littérature. Donc ça, c'est des slides qui viennent de Google Brain Blog, où ils ne publient pas tous les détails, parce que ça, c'est des algorithmes qui commencent à être à un stade où ça peut être utilisé de façon industrielle. Donc ils donnent des grandes lignes, mais ils ne donnent pas les détails de l'implémentation. Mais ce que vous voyez là, c'est différents algorithmes pour jouer au Go. Celui-là, c'est un algorithme déterministique qui était le meilleur avant. Puis ça, après, c'est les différentes générations d'algorithmes de Google pour jouer au Go basés sur des réseaux de neurones. Et puis c'est le classement Elo, donc c'est une échelle logarithmique. Donc vous voyez quand même que le classement Elo augmente considérablement. Et je crois que c'est celui-là qui a battu Lee Sedol. Je crois que c'est pour ça qu'il s'appelle Lee. Et donc c'est un niveau largement supérieur aujourd'hui. Et en parallèle, là, vous voyez la puissance de calcul dont vous avez besoin pour utiliser ces différents réseaux de neurones. Donc la comparaison est comme ça. Donc en fait, vous êtes passé d'un classement Elo de 3800 à un classement Elo de 5100 en coupant le TDP, je crois que c'est un Thermal Dissipation Power, c'est une sorte de normalisation de la puissance de calcul mesurée avec l'énergie que vous mettez dedans, de 4000 à je ne sais pas combien parce que ça tombe en dessous de l'échelle significative. Comme illustration de l'amélioration du hardware, des algorithmes, de la façon d'utiliser. Ok, quelques mots de matériel bonus. J'aime bien essayer de penser, parce que d'une certaine façon, beaucoup d'idées des réseaux de neurones, elles sont là depuis longtemps, et en fait, ça fonctionne bien grâce aux algorithmes qui ont été un petit peu améliorés, et grâce au hardware qui a donné la possibilité de faire naturellement les calculs dont il y a besoin. Donc je pense qu'il y a besoin, pour penser vraiment au potentiel des réseaux de neurones, de penser aussi un petit peu au hardware qui est utilisé. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la loi de Moore est morte. Je ne sais pas pourquoi, probablement parce que les ordinateurs ne vont pas beaucoup plus vite aujourd'hui, et c'est pas tous les 11 mois on a un ordinateur qui va 2 fois plus vite. Mais la réalité, c'est que la loi de Moore, ça n'est pas mort du tout, parce que la loi de Moore, tout ce qu'elle dit, c'est que tous les 11 mois, si vous mettez le même nombre de dollars, vous avez 2 fois plus de transistors qui peuvent être fabriqués sur vos wafers en silicium. Par contre, ce qui est mort depuis 2010-2011, c'est le Single Thread Free Performance Update qui vient de l'augmentation de la fréquence des processeurs. Donc ça veut dire que si on veut continuer à prendre un avantage du nombre de transistors, il faut arrêter d'avoir un espoir que le pipe d'exécution aille plus vite, mais il faut paralyser l'algorithme. Et ça, c'est quelque chose, bon, c'est plus facilement dit que fait, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui sont très difficiles à paralyser. Et c'est un des points sur lesquels les réseaux de neurones sont très forts, parce que c'est quelque chose qui est très naturellement parallèle. Vous pouvez même avoir de la colocation de la mémoire et de la puissance de calcul. Enfin, ça ouvre la porte à plein de nouvelles architectures qui vont prendre avantage de tout ça. Et en fait, bon, ça, tous les gens qui font du high performance computing le savent, la power limitation aujourd'hui, c'est le computing power. Et la raison pour laquelle c'est devenu le computing power de plus en plus, c'est aussi le fait que avant, en fait, on était capable, en même temps qu'on augmentait le nombre de transistors, de réduire la consommation d'énergie par transistor. Donc, à budget d'énergie constant, on augmentait la puissance de calcul. Et aujourd'hui, si vous gardez la fréquence constante, vous avez encore un peu d'amélioration, mais plus tellement que ça, parce qu'à cause des effets quantiques de leakage sur les transistors, en fait, il y a des pertes thermiques qui ne peuvent pas être cassées. Et donc l'idée de ce point de vue-là, c'est que si on veut continuer à prendre avantage de l'augmentation du nombre de transistors, etc., il va falloir accepter d'avoir des architectures peut-être plus simples et qui sont plus efficaces en énergie, donc combien de picojoules vous utilisez par opération qui est significante. Et ça, c'est en fait la façon de résumer pourquoi est-ce que probablement tout ce qui utilise des réseaux de neurones, ou au moins des méthodes très parallèles, va take away the world. C'est que si vous voulez faire des opérations significantes avec un CPU, il faut 1700 picojoules par opération. Si vous utilisez un processeur graphique, vous tombez à 160 picojoules par opération. Et si vous utilisez un application specific IC, vous tombez à 10 picojoules par opération. Donc ça veut dire qu'il y a encore un facteur énorme ici, évidemment, d'efficacité à gagner, mais il faut que ça puisse ça veut dire que les algorithmes doivent pouvoir s'exprimer sur des choses qui sont soit des cartes graphiques, soit des ASIC. L'idée de base, en fait, c'est que sur un CPU, il y a tellement il y a ces histoires de cache, il y a
bon, je ne suis pas un spécialiste des architectures, mais c'est des architectures qui sont très compliquées, donc pour faire une multiplication, en fait, vous avez énormément de transistors autour pour arriver à garder le CPU toujours actif et pour que le flow de la data soit bon, quoi. Donc tout ça, ça peut être coupé si vous avez le bon genre de parallélisme. D'une certaine façon, je dirais que c'est faire un peu comme le cerveau, quoi. Le cerveau, c'est qu'on accepte d'avoir une fréquence de calcul qui est basse. Le neurone, je ne sais pas, il est activé à 100 Hz ou quelque chose dans le genre, en échange d'avoir un ordinateur qui est massivement parallèle et qui est très efficace avec l'énergie. Donc c'est peut-être ça aussi l'avenir. On le voit déjà avec les processeurs graphiques, c'est que vous réduisez la fréquence, vous augmentez la latence, mais vous augmentez la puissance de calcul et l'efficacité énergétique. Et pour ça, donc, il y a besoin d'avoir des algorithmes qui prennent avantage de cette nouvelle puissance de calcul. Et c'est, donc, comme je disais, une des raisons pour lesquelles les réseaux de neurones, je pense, sont de plus en plus intéressants, c'est parce que ça se transmet très naturellement sur ce genre d'architecture qui arrive de plus en plus. Ok, donc ça c'était les Word Bonus, et finalement, comme j'étais invité par Ellie et puis aussi Thierry, que je tiens à remercier, quelques mots sur la collaboration avec le MinMinds. Je pense que s'il y a je suis très heureux d'avoir été invité à travailler avec vous, et je pense qu'une possibilité pour continuer à travailler, c'est d'attaquer deux angles. L'un, c'est d'identifier des problèmes simples qui sont des proof of concept. Donc, les gens vont toujours critiquer parce qu'on prend des problèmes trop simples à leur goût, mais on prend la chose la plus simple qui reproduit les phénomènes qu'on essaie de contrôler pour que ça aille très vite sur nos machines, et comme ça, on fait l'exploration des métaparameters d'une façon rapide. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces méthodologies simples et qu'on sait qu'elles sont applicables, on peut penser à les raffiner pour des configurations plus réalistes. Donc on y est déjà, je pense, sur le flow control. Amener ça à l'étape suivante, donc amener ça sur des contrôles en 3D, amener ça sur des nombres de Reynolds plus élevés, amener ça sur des formes qui sont différentes. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille activement. En parallèle, on va certainement commencer à réfléchir à de nouveaux problèmes. Donc je crois qu'il y a beaucoup de questions de refroidissement optimal et de design optimal. C'est pas encore complètement clair comment on peut utiliser les réseaux de neurones sur ces problèmes-là. Mais si on est intelligent, il y a certainement un moyen de le faire. En tout cas, c'est quelque chose dont on discute. Et puis, il y a aussi la possibilité de donner un input aux gens qui développent les algorithmes de Deep Reinforcement Learning et de réseaux de neurones pour, par exemple, avoir des algorithmes qui sont physics informed. Ça existe déjà un peu dans la littérature, donc voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça de façon plus active aussi dans nos travaux. Ce que je pense, c'est qu'il y a énormément d'idées à essayer parce que c'est un champ de recherche qui est assez neuf, qui est en train d'exploser de façon exponentielle. Il y a énormément de librairies open source qui arrivent, donc c'est très facile, il y a très peu de barrières à l'entrée. Et en général, en fait, c'est tout simplement un outil d'optimisation linéaire puissant, et on a plein de problèmes qui tombent dans ce contexte-là. Ce que je dirais aussi, c'est que bon, faut toujours faire attention, c'est des projets qui sont high risk, high gain. On n'a jamais aucune idée si ça marche ou si ça ne marche pas avant d'avoir essayé. Mais probablement que ça vaut le coup de continuer quand même un peu sur cette voie-là. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir.